Quand Yevan comprend ce qui s'est passé, il sait que plus rien ne sera jamais comme avant. Nous voilà pour la suite de la lecture. On va faire du coup aujourd'hui le chapitre 8, Yevan. Dès que nous avons pénétré dans la salle de la réunion, nous nous sommes séparés. Ilana est partie à la recherche de son patron, alors que je me suis dirigée pour aider les autres représentants du CSD. Je remarque Marcus, qui se bat face à un homme de grande carrure, tout en protégeant son représentant, qui se cache dans son dos. Je décide de l'aider afin qu'il puisse s'enfuir sans dégâts. Je me place entre les deux et fais signe que je m'en occupe. Il attrape son comparse et se dirige vers la sortie, non sans donner quelques coups à ceux voulant lui barrer la route. Le combat contre mon adversaire est long et fastidieux. Il s'est vite transformé en sa forme animale, qui est le tigre, rendant le combat plus difficile. J'esquive plusieurs attaques et porte quelques coups sans qu'il ne recule. Au milieu des bruits de combat et des tirs de pistolet, j'entends au loin qu'on m'appelle. Bien que je ne discerne pas d'où cela provient, je sens l'urgence dans la voix qui crie mon nom. La bête se lève sur ses pattes arrière pour m'asséner un coup avec les pattes avant. Dans cette position, il mesure plus de 2 fois ma taille, mais devient beaucoup plus lent, ce qui me permet de me faufiler derrière lui sans qu'il ait le temps de réagir. Je saute sur son dos et entreprends une prise d'étranglement sur son énorme cou musclé. Il se débat comme un beau diable, mais je ne lâche pas ma prise. Je la resserre de plus belle. Après quelques minutes, ses mouvements se font plus lents. Il perd lentement connaissance. Il tombe à genoux, ses muscles se détendent, me permettant de serrer encore plus mes bras autour de sa gorge jusqu'à son dernier souffle. Le tigre reprend forme humaine en mourant et s'écroule devant mes pieds. En jetant un regard rapide sur la pièce, je remarque qu'il reste encore quelques humains qui poursuivent leur besogne. Je cherche parmi ces visages celui de la personne qui m'a appelé plus tôt et je la vois enfin. Elle est par terre, agenouillée devant la porte d'entrée, tenant le libraire contre elle. Je marche dans leur direction et avant que j'arrive à leur niveau, le corps de celui-ci s'affaisse. Elle le laisse tomber sur le plancher de bois, immaculé de son sang. En une fraction de seconde, le regard de la jeune vampire change. Ses yeux se teintent de rouge sang. Ses crocs jaillissent entre ses lèvres colorées et ses griffes viennent terminer le bout de ses doigts en des lames mortelles. Je vois sa colère et surtout sa tristesse sur son visage. Je me dirige vers elle pour la calmer au moment où de nouveaux coups de feu retentissent. Je n'ai pas eu le temps de la saisir, qu'elle est déjà sur le porteur de l'arme et le tue dans sa fureur. Elle s'attaque à toutes les personnes présentes dans les alentours, sans faire de distinction. Elle ne réfléchit plus. Seuls ses instincts de bête enragée la contrôlent. Après qu'un troisième corps tombe sous ses coups, il ne reste que 3 personnes dans la pièce, sans compter le corps inerte de Chris. Ma sœur, dont la présence ne m'avait pas échappé, Ilana et moi. Je n'ai pas croisé mes frères lors des combats. Je suppose qu'ils sont partis les premiers, en laissant aux autres la tâche de les défendre. Remarquant aussi que notre nombre est réduit, Anya s'approche d'Elana, les griffes en avant, un rictus cruel se dessinant sur ses lèvres. Je connais ses intentions, mais je ne peux me résoudre à la laisser la tuer. Je la stoppe dans son avancée meurtrière. Je m'en occupe, tu peux y aller. Sans lui laisser le temps de répliquer, je tourne les talons en direction d'Elana. Calme-toi, c'est terminé. Je répète ces mots en continuant de m'approcher lentement d'elle, mais elle ne m'entend pas. Elle erre, à l'affût de nouvelles victimes. J'approche encore plus d'elle et tends le bras afin de la saisir. Je sais qu'elle m'a déjà repéré et qu'elle me laisse approcher pour mieux m'attaquer. Mais c'est un risque à prendre si je veux être assez proche pour lui faire reprendre ses esprits. Elle se tourne brusquement, le poing en avant, vers mon ventre. Une vague de sang jaillit dans ma bouche, mais je la retiens et la ravale, en même temps que la douleur qu'a provoqué son bras en s'enfonçant sous mes côtes. Sa force est incroyable. Cette blessure sera plus longue à guérir que les autres. Elle tente de me frapper au visage avec son autre main, mais je la saisis au vol et en profite pour la tirer contre moi. Je sens l'hésitation dans son comportement à la suite de mon geste. Je me répète, une fois de plus. Calme-toi, c'est terminé. Son visage se tourne vers le mien. Ses yeux retrouvent leur gris habituel.
Comme elle se relâche, je défais sa main de la mienne et dirige ma paume dans son dos afin de l'empêcher de reculer. De mon autre main, je saisis son poignet, toujours présent dans mon abdomen, et tire un coup sec vers l'arrière pour l'en sortir. Je grimace une fois de plus sous la douleur de cette blessure. Son regard vague entre mon visage, son regard vague entre mon visage et ma blessure. Je profite de cette confusion pour lui asséner un coup dans la nuque, lui faisant perdre connaissance instantanément. Je la soulève et me dirige vers la sortie, où ma sœur m'attend encore. Elle n'a pas bougé d'un poil, ni dit un seul mot. Elle m'observe, seulement, le regard dédaigneux. Je ne dis rien non plus, passe près d'elle et m'engage vers la sortie. Elle se penche vers le corps de Chris, le ramasse et part de son côté. Je me dirige avec Elana, dans une de mes planques en périphérie, pour qu'elle se repose et reprenne ses esprits. Je la dépose précautionneusement sur le lit et je repars rejoindre les autres afin de débriefer de l'incident. Je me dirige donc vers le bâtiment du ministère, où je suppose qu'ils m'attendent. Ce lieu est notre lieu de réunion quand nous sommes hors de Vaxvala. Je descends au niveau des sous-sols et y retrouve ma fratrie. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui est cette fille? Ma sœur ne me laisse pas tellement le temps d'entrer dans la salle avant de lâcher sa colère sur moi. Comme je le pensais, elle en a informé mes frères sans tarder. Je ne crois pas que ce soit le sujet le plus important à aborder à l'heure actuelle. Yévan a raison, Anya. Johan me regarde. Mais nous y reviendrons assez vite et tu vas devoir t'expliquer. Pour le moment, nous devons savoir qui a commandité cette attaque et pourquoi. Sully et moi avons capturé des blessés qui fuyaient les lieux. On les a mis dans les vieilles geôles du ministère afin de les interroger. Je m'en occupe, dis-je. Vous n'allez pas vous salir les mains. Et si je ne m'abuse, vous avez des obsèques à préparer, non? Je profite d'être là pour leur rappeler qu'un membre de notre organisation est mort et qu'ils ont des obligations le concernant. Heureusement que tu t'en occupes des prisonniers, c'est encore ton rôle que je sache, hurle Sully. Entre Anya et lui, la colère est palpable dans la salle circulaire. Johan pose alors sa main sur son épaule pour le calmer. Il prend ensuite une grande bouffée d'air, se reprend et enchaîne. Nous avons en effet des funérailles à organiser et une famille à prévenir. La perte de Chris est un coup dur pour nous tous. Il feint d'être touché par cette nouvelle, même si je sais que ce n'est pas le cas. Il n'a jamais considéré les autres membres du CSD qu'autrement que des pions à manipuler pour arriver à ses fins. Johan est celui des deux qui se préoccupe le plus de l'organisation. Très bien, répondis-je en tournant le dos. Alors chacun de son côté. Je pars en direction des escaliers qui descendent dans les tréfonds de la ville. Anya me suit de près, à mon grand désespoir. En y repensant, je préfère qu'elle soit avec moi plutôt qu'elle décide de partir à la recherche d'Elana. Voyant ma mine déterminée à ne pas répondre à ces questions, elle me suit en silence. Nous entrons dans les geôles composées de plusieurs cellules individuelles verrouillées par des grilles de fer. 2 personnes sont installées dans ces cachots, un humain et un animalus. J'entre dans la première cellule et me retrouve face à un homme recroquevillé dans un coin, en position fétale, en train de prier. Malheureusement pour lui, dans cet étroit espace, prier ne lui sera pas d'une grande aide. Je me dirige vers lui. Il tremble en me voyant et renforce sa position de protection. Je l'attrape par le col et l'emmène jusqu'à la chaise placée au centre de la cellule. Il ne se débat pas et ne bouge pas. Il baisse la tête, ne nous regarde pas. Il est difficile de croire qu'il fait partie des personnes qui nous ont attaqués. Il est faible et peureux. Je commence l'interrogatoire. Qui es-tu? Pourquoi nous avoir attaqués? Il tremble de plus belle, gardant la tête baissée, mais ne répond pas. Il fixe ses pieds. Anya perd patience et le frappe au visage. Réponds, et vite, si tu ne veux pas finir en buffet, s'énerve-t-elle. Il se met à pleurer et se referme un peu plus sur lui-même. Bien qu'elle possède une tête d'ange et fait bonne figure devant la foule, en réalité, c'est un véritable démon. Pendant la guerre entre les hommes et les vampires, elle était l'une des combattantes les plus redoutables et craintes de tous ses adversaires. Je suis
personnellement persuadé qu'elle prend plaisir à martyriser cet homme. Il renifle et se met à bégayer. Je, je ne sais pas qui vous êtes. Ma famille, ils ont ma famille. Je devais venir à l'adresse et attaquer, donner des armes et des instructions. Si je réussis, ma famille... Il pleure de plus belle. D'après ce que j'ai compris entre deux hoquets et pleurs, sa famille aurait été kidnappée et il aurait été forcé à participer, sous peine qu'elle soit tuée. Cela permet à nos opposants de brouiller les pistes et ne nous permet pas de remonter jusqu'à eux. Il semblerait que ce groupe soit plus préparé que prévu. Anya enchaîne. Ne me fais pas croire que tu as accepté sans poser de questions. Elle le frappe encore. Tu es stupide. Ta famille est déjà morte depuis longtemps, même bien avant que tu acceptes leur offre. Ses sanglots se transforment en un torrent de larmes à l'annonce de cette information, comme s'il ne s'y attendait vraiment pas. Il n'est plus du tout réceptif et ne nous sera plus d'aucune utilité. Ma sœur manque complètement de discernement. Nous aurions pu utiliser cette information pour lui soustraire plus d'informations, mais maintenant, cela va être impossible. Je souffle fort afin de montrer mon exaspération à ma jumelle, qui lève les yeux au ciel sans répondre. J'opère un demi-tour pour sortir et passer à l'interrogatoire du deuxième prisonnier. Je quitte la pièce. Anya reste seule avec le pauvre. Un cri retentit dans mon dos. Le bruit du sang qui gicle, puis le silence. Je pose ma main sur mon front en m'arrêtant quelques secondes devant la deuxième cellule. J'y pénètre après avoir dit quelques mots pour l'homme qui vient de mourir sans raison valable. Devant moi se tient un animalus, encore sous sa forme animale. Il s'agit d'un chien de taille moyenne, au poil ras de couleur marron clair, avec le museau et la queue noire. Ses oreilles sont dressées, ses babines sont recroquevillées sur elles-mêmes, laissant apparaître des crocs acérés. Il grogne quand je m'approche de lui pour l'examiner de plus près. Le berger présente des marques de blessures par balle au flanc droit et à la patte arrière droite, sûrement l'œuvre de mes frères, avec des balles en argent liquide. Le liquide argenté des balles se répand dans le sang de la victime après l'impact, empêchant la transformation des animalus dans un sens comme dans l'autre. Même après que la balle soit extraite et les plaies nettoyées, il faut quelque temps pour que l'organisme nettoie l'argent et que tout revienne à la normale. De plus, le délai pour extraire les balles avant que la quantité d'argent absorbée par le corps soit létale est assez court. Connaissant nos méthodes, le doc a dû s'occuper de l'ablation des projectiles à son arrivée, et donc il devrait pouvoir se retransformer en homme sous peu. Je prends la chaise présente et m'assois face à lui, en gardant une bonne distance. Contrairement à tout à l'heure, ma sœur ne se joindra pas à moi. Elle ne supporte pas les animaux, et encore moins les hommes qui se transforment en animaux. Qui plus est, elle doit préférer terminer son repas. Il nous est formellement interdit de nous attaquer et de nous nourrir d'innocents, quelle que soit leur race, comme convenu lors du traité de paix. Mais ma fratrie se permet quelques libertés quand il s'agit de leurs prisonniers. Je fixe le chien devant moi, qui n'a pas rangé ses crocs depuis que je suis face à lui. Il ne peut pas encore me répondre, mais je commence quand même à lui parler. Tu vas aussi me faire le coup du chantage pour expliquer ton implication dans cette attaque? Qui est ton maître, mon petit toutou? Cette remarque l'énerve. Il grogne et m'aboie dessus plus bruyamment. Il ne doit pas aimer qu'on le rabaisse à son statut d'animal. Il s'agite lorsqu'une légère fumée blanche recouvre son corps. Je connais ce signe. Je me lève et recule un peu plus. Quand la fumée ne sera plus, il aura retrouvé son corps. Il n'attend pas que la fumée se soit entièrement dissipée, avant de se jeter sur moi afin de me frapper. Adapté à son corps de chien, les liens se sont défaits quand il s'est changé. Je bloque un coup de pied venant de la droite et esquive un crochet du gauche dirigé vers mon menton. Il enchaîne plusieurs coups rapides, mais désordonnés. Dans ce brouillon de combat, une ouverture se dessine sur son flanc. Je me saisis de son poignet, le propulse au sol, en une clé de bras. Il se retrouve plaqué ventre contre sol, en 2 secondes. Je m'accroupis sur son dos, en gardant ma prise pour l'immobiliser au maximum. Incapable de remuer sans se luxer l'épaule, il se débat sans trop de conviction. Je l'observe un peu plus attentivement. Il a des cheveux roux hirsutes, longs jusqu'au cou.
Son corps est celui de quelqu'un de sportif, sans être trop développé musculairement. « Lâche-moi, sale vampire !» crie-t-il d'une voix grave. « Je ne te lâcherai que si tu tiens un carreau. » Je m'approche de son oreille et chuchote. « Sauf si tu veux que je t'attache à nouveau. » Un frisson le parcourt. « C'est bon. Je ne ferai rien de stupide. De toute façon, je suis en terrain ennemi et inconnu. Je risque pas de sortir vivant si j'essaye de m'enfuir. » Enfin, quelqu'un de sensé dans ces murs. Je le relâche doucement et me relève en restant sur mes gardes. Il se redresse à son tour, il se place face à moi et s'assoit en tailleur, à même le sol. Il me regarde sans cligner des yeux de couleur atypique pour sa race. Il possède un œil vert et un œil marron, ainsi que des taches de rousseur le long de ses joues. Une fois notre inspection mutuelle terminée, je reprends mes questions. Très bien, nous allons pouvoir parler comme des personnes civilisées alors. Dis-moi qui tu es et pourquoi tu nous as attaqués. Il se frotte le poignet par lequel je l'ai saisi lors de notre affrontement. Je m'appelle Loris et je vous ai pas attaqué. Je m'approche de lui. Ne joue pas les malins avec moi, Loris. J'approche mon visage encore plus près du sien. Tu étais sur les lieux. Ne me dis pas que tu étais là par hasard, en balade, et que tu es un dommage collatéral. C'est pas ce que j'ai dit, répond-il en se reculant pour augmenter la distance entre nous. J'esquisse un sourire moqueur en le voyant être timide. Il hésite quelque peu avant de parler. J'étais bien sur place, mais j'étais pas là pour vous attaquer. Va falloir être plus clair que ça, si tu ne veux pas que je perde patience rapidement. Très bien. Mon cousin a été contacté il y a 2 mois environ par des gens inconnus à notre village. Des loups, plus précisément. Nous habitons au sud-est, dans la forêt près de Povard, un petit village où la majorité des habitants sont des animalus. Donc ces loups sont venus dans notre ville pour recruter de jeunes animalus, forts et en bonne santé. Ils ont lancé une propagande contre le CSD, en particulier contre vous, les Ragnir. D'après leur dire, vous utiliseriez des animalus pour être vos animaux de compagnie, vos esclaves, voire même vos repas. Cette accusation n'a pas de sens. Aucun de nous et des soumis de ma famille ne ferait une chose pareille. Nous veillons à respecter notre accord avec les différentes créatures. Je m'interroge sur les raisons qui pousseraient les loups de Povard à diffuser ce genre de mensonges. D'autant plus qu'aucun de nous, que ce soit vampire ou animalus que je connais, n'a connaissance de ces rumeurs. En prenant en compte le fait que les loups ne quittent pas les alentours de leur montagne, il se peut qu'ils se soient contentés d'approcher les villages proches de leur territoire, ce qui expliquerait que personne de mon entourage ne sache cela. De plus, faire courir ces rumeurs chez les animalus est plus logique que chez les hommes ou les vampires. Perdu dans mes pensées, je ne remarque pas que Loris a cessé de parler et qu'il me regarde, la tête penchée sur le côté. Oh, pardon, continue. À voir ton expression, j'imagine que tu découvres mon histoire et que ces rumeurs sont bel et bien fausses. Soit. Plusieurs personnes ont refusé d'y croire, et moi compris. Ils nous parlaient d'un endroit au-delà des mers où les animalus, tout confondus, sont traités d'égal à égal avec la famille originaire de vampires qui dirige les terres. Une terre où être une créature différente des hommes n'est pas un secret. Je le coupe dans son récit. Et ces terres, ils vous ont dit où elles se trouvent? Ouais, au sud, de l'autre côté de Almeir. Ceux qui ont connu la dernière guerre, ou ceux qui en ont entendu parler, savent que ces terres sont celles des Mordred, et qu'ils étaient les plus cruels de vous tous. Malheureusement, de moins en moins de personnes connaissent ces récits, et ce sont ces personnes qui ont adhéré à leurs idées. Dont mon petit cousin. J'ai essayé de le raisonner, mais rien à faire. Ils sont venus plusieurs fois, ont entraîné les jeunes, et à la fin, leur ont demandé de venir ici. J'ai suivi mon cousin pour qu'il ne lui arrive rien. J'avais un mauvais pressentiment. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée au milieu de cette bataille et que je me suis fait capturer après avoir été blessée en l'aidant à s'enfuir. Je vois. Toute cette histoire ne colle pas. Je ne comprends pas pourquoi les loups de Povard seraient alliés aux Mordred, eux qui ont toujours détesté les vampires. Cela cache quelque chose de plus sombre. Mon instinct me le dicte.
Tout ceci ne signifie qu'une chose à l'heure actuelle. Je dois me rendre sur place et enquêter directement chez les loups. Je n'ai pas pu aller les voir avant la réunion, ma ronde m'ayant pris trop de temps, je le regrette. En ce qui concerne Loris, son histoire me semble véridique. Il n'a aucun intérêt à me mentir et il a l'air sincère. J'essaye de glaner plus d'informations. Est-ce que tu en sais plus sur leurs directives après l'attaque? Où se rejoindre? Que faire une fois dispersés? Si je me souviens bien, après ils doivent se rejoindre près des côtes proches de Catali pour embarquer sur un navire afin de rejoindre les terres du sud. Cette attaque était comme une étape pour être choisie, pour entrer sur le territoire. Catali. Le lien avec les 4 vampires tués là-bas se fait enfin, et je comprends mieux ce qu'ils faisaient sur ces côtes. Et tu sais quand a lieu le départ? C'est pour demain soir. J'aimerais bien que vous me libériez pour que j'aille empêcher mon abruti cousin de commettre une grosse erreur. Je ne peux pas accéder à sa requête. Je me lève, tourne les talons et sors en refermant la grille à clé derrière moi. Il m'a suivi et se trouve maintenant face à moi, les 2 mains posées sur les barreaux. Il attend la réponse. Tu vas rester là, le temps qu'on trouve un plan et qu'on décide quoi faire de toi. Je crois à ton histoire, mais rien ne me prouve vraiment que tu ne sois pas avec eux et que tu n'essaies pas juste de les rejoindre à temps. Il me fixe sans dire un mot. Dans ses yeux, je vois de la colère, mais surtout de la peur. Il s'inquiète vraiment pour le membre de sa famille. Je le laisse seul et pars sans me retourner. Et voilà pour la fin du chapitre 8 où on a fait la connaissance du coup de Loris et où on a enfin appris pourquoi il y avait des vampires à Catali en début d'histoire. Et maintenant, il ne reste plus à découvrir pourquoi est-ce que les loups auraient attaqué le CSD. Donc la suite dans les prochains chapitres.